La banlieue résidentielle de Willowbrook semblait figée dans le temps, comme une carte postale vivante. Des pelouses taillées à la perfection, des clôtures blanches impeccables, chaque maison, chaque allée, respirait une harmonie presque irréelle. Depuis 12 ans, Danny Herroer appelait cet endroit « chez lui ». C'est ici qu'il avait construit ce qu'il pensait être une vie solide, inébranlable, avec son épouse Rebecca et leurs filles jumelles, Emma et Sophie, aujourd'hui âgées de 10 ans. Danny dirigeait Herroer Security Solutions, une société privée spécialisée dans l'investigation et la sécurité personnelle. Il l'avait fondée de ses propres mains après avoir quitté l'armée. Son passé d'opérateur des forces spéciales lui avait appris la patience, la précision, et surtout, l'art de lire dans les gens. Des compétences qui, au fil du temps, l'avaient rendu riche, respecté, et dangereux du moins, pour ceux qui osaient se mettre en travers de son chemin. Rebecca Martinez-Herroer incarnait la femme parfaite, du moins sur le papier. Ancienne cadre dans le marketing, elle avait mis un terme à sa carrière pour se consacrer à l'éducation de leurs filles. Elle gérait leur maison avec une rigueur quasi militaire, orchestrant des réceptions de quartier qui faisaient l'envie de tout Willowbrook. Ses cheveux sombres et son sourire chaleureux avaient captivé Danny 12 ans plus tôt lors d'un gala de charité et il l'avait courtisé avec la même intensité qu'il réservait autrefois à ses missions les plus périlleuses. Les jumelles, Emma et Sophie, étaient la fierté et la joie de Danny. Emma, née 3 minutes avant sa sœur, avait hérité de l'esprit analytique de son père et d'un goût prononcé pour les énigmes. Sophie, elle, était l'artiste, toujours en train de dessiner, de peindre son esprit créatif rappelant à Danny celui de sa propre mère. Il avait passé d'innombrables heures à leur enseigner des techniques d'autodéfense, à les aider pour leurs devoirs, ou encore à construire avec elle une cabane élaborée dans le jardin, un chef-d'œuvre devenu la fierté du voisinage. Mais sous la surface lisse de cette vie en apparence parfaite, des fissures étaient en train de se former. Depuis des mois, l'œil entraîné de Danny captait de subtiles incohérences. Des appels téléphoniques de Rebecca qui se terminaient brutalement dès qu'il entrait dans la pièce. Des absences inexpliquées pendant ses soi-disant réunions de club de lecture. Et surtout, un regard fuyant, éteint, qu'elle ne parvenait plus à masquer. Son instinct affûté par des années d'investigation lui soufflait des mises en garde, mais Danny avait choisi de les ignorer, espérant que l'amour suffirait à vaincre les ombres qui planaient sur leur mariage. Le matin de ce qui allait devenir le dernier jour de la fête des pères, tout avait commencé comme à l'accoutumée. Danny s'était levé tôt, par habitude, et avait trouvé Rebecca déjà dans la cuisine, en train de préparer son café exactement comme il l'aimait, noir, sans sucre. Les jumelles dormaient encore. La maison baignait dans un calme paisible, celui-là même qu'il avait appris à chérir au fil des ans. « Bonne fête des pères, mon chéri », dit Rebecca en déposant un baiser sur sa joue, avec une tendresse apparente. Mais les sens affûtés de Danny perçurent autre chose, une énergie nerveuse, comme si elle jouait un rôle qu'elle avait trop bien répété. « Merci, ma douce », répondit-il, observant attentivement son visage. « Des plans particuliers pour aujourd'hui ? » « Juste un moment en famille, » répliqua-t-elle rapidement, évitant soigneusement son regard. « Les filles ont quelque chose de spécial prévu pour toi plus tard. » Au fil de la journée, d'autres détails troublants apparurent. Rebecca consultait sans cesse son téléphone, avec une urgence déplacée pour un dimanche censé être détendu. Les jumelles, d'ordinaire bavardes et surexcitées par les surprises, semblaient coincées, leurs réponses soigneusement mesurées, comme répétées à l'avance. Pendant le déjeuner, le téléphone de Danny sonna. C'était Trevor Blake, son associé et meilleur ami depuis leurs années dans l'armée. La société de sécurité de Trevor s'occupait des clients corporatifs, tandis que Danny se concentrait sur les enquêtes privées. Ils partageaient leurs ressources, et surtout, une confiance absolue. « Danny, il faut qu'on parle », dit Trevor, la voix inhabituellement tendue. « Mais pas au téléphone. Tu peux venir au bureau ? C'est la fête des pères, Tref. Ça peut pas attendre demain ? Non, frère. Ça ne peut pas, fais-moi confiance. » Danny jeta un coup d'œil vers Rebecca, qui feignait de ne pas écouter tout en nettoyant pour la 3e fois le même endroit sur le comptoir. « J'y serai dans 1 heure. » Sur la route menant à son bureau, Danny eut le temps de réfléchir. Trevor n'était pas du genre à interrompre un moment en famille sans raison impérieuse.
En arrivant dans le parking du bâtiment abritant Hero Air Security Solutions, Danny vit la voiture de Trevor déjà garée, accompagnée d'un véhicule inconnu. À l'intérieur, Trevor n'était pas seul. Une femme dans la quarantaine, aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués, était assise en face de son bureau. Elle se présenta comme Patricia Kellner, détective privée du comté voisin. « Monsieur Hero, commença Patricia, j'ai été engagé par un client pour enquêter sur une disparition. Au cours de mes recherches, j'ai découvert des informations que je pense que vous devez absolument voir. » Elle déposa une chemise cartonnée sur le bureau, entre eux. « Votre femme rencontre régulièrement un homme du nom de Vincent Castellano. Ils ont été vus ensemble à différents endroits au cours des 8 derniers mois. » Le visage de Danny resta de marbre, mais ses mains se crispèrent légèrement. « Continuez. Vincent Castellano est un ancien collègue à vous. Vous étiez ensemble dans l'armée. Il a été renvoyé pour faute grave et travaille aujourd'hui comme consultant en sécurité indépendant. Mais surtout, Monsieur Hero. » Patricia marqua une pause, pesant ses mots. « Mon enquête suggère qu'il pourrait être le père biologique de vos filles. » Ces mots frappèrent Danny comme un coup de poing au ventre. Mais ses années d'entraînement prirent le dessus, aucune émotion ne filtra sur son visage. « Quelle preuve avez-vous » Patricia ouvrit le dossier, photos, documents, une chronologie détaillée. Les dossiers médicaux montrent que Rebecca a été soignée dans une clinique du Nevada il y a 11 ans, à l'époque de la conception. Castellano s'y trouvait également, engagé sur un contrat de sécurité. Et il y a ceci. Elle lui tendit plusieurs photographies montrant Rebecca et Vincent enlacés, de façon intime, à différents endroits au cours des derniers mois. La dernière photo montrait Vincent entrant dans la maison de Danny, pendant que ce dernier était en déplacement professionnel. Trevor se pencha en avant. « Patricia m'a contacté en premier, car nos entreprises collaborent parfois. J'ai pensé que tu devais apprendre tout ça, d'un ami. » Danny examina les preuves avec la rigueur méthodique de ses enquêtes. Tout correspondait, le soudain voyage de Rebecca chez sa soi-disant tante malade dans le Nevada, 11 ans plus tôt, la couleur étrange des yeux des jumelles, qui ne correspondait à aucun membre de leur famille respective, l'apparition soudaine de Vincent dans leur ville, 8 mois plus tôt pile au moment où le comportement de Rebecca avait changé. « Ce n'est pas tout, » poursuivit Patricia. « J'ai également des enregistrements audio de leur rencontre. Il prévoit quelque chose pour aujourd'hui. Vincent pousse Rebecca à vous dire la vérité, et qu'elle te quitte pour lui. Il pense que tu seras trop choqué, trop brisé pour te battre pour la garde ou pour poser problème. » Le rire de Danny fut glacial, dénué de toute trace d'humour. « Ils me connaissent très mal, » répondit-il froidement. Il se leva, son esprit déjà en train d'élaborer un plan. « Patricia, j'ai besoin de copies de tous les documents. » Trevor, met en place le protocole 7. Les yeux de Trevor s'écarquillèrent. Le protocole 7, c'était leur code pour une surveillance totale et une enquête approfondie, une mesure d'exception, habituellement réservée aux cas les plus graves d'espionnage industriel. « Tu es sûr, Danny ? Protocole 7, c'est complet, invasif et minutieux, coupa Danny. Exactement ce qu'il me faut. Je veux tout savoir sur Vincent Castellano. Ses finances, ses contacts, ses points faibles, ses peurs, tout. » Alors qu'il rentrait chez lui, le téléphone de Danny vibra. Un message de Rebecca s'afficha à l'écran. « Les filles sont impatientes de te donner ta surprise pour la fête des pères. Reviens vite, cœur rouge. » Il fixa l'emoji en forme de cœur, sentant une colère froide monter en lui. Pendant 12 ans, il avait construit sa vie autour de ce qu'il croyait être sa famille. Il avait aimé ses filles comme si elles étaient les siennes. Il les avait protégées, soutenues, éduquées, façonnées. Et maintenant, il allait découvrir que tout reposait sur un mensonge aussi fondamental que cruel. Mais Vincent et Rebecca avaient commis une erreur capitale. Ils avaient présumé que Danny réagirait comme un mari brisé, dévasté par la trahison. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils avaient affaire à un homme qui avait passé des années dans les endroits les plus dangereux de la planète, un homme qui avait appris que, dans la jungle humaine, la différence entre proie et prédateur tenait souvent à un seul détail, frapper le premier. Et frapper fort. Lorsqu'il se gara dans l'allée de sa maison,
Danny aperçut les visages des jumelles plaqués contre la vitre du salon, surveillant son retour. Malgré tout, son cœur se serra. Peu importe les péchés de Rebecca et de Vincent, ces petites filles étaient innocentes. Des enfants pris au piège d'un conflit qu'elles ne comprenaient pas. Mais l'innocence d'Annie l'avait appris depuis longtemps était souvent la première victime d'une guerre. Chapitre 2, la révélation. Danny entra chez lui avec le calme mesuré d'un homme qui savait compartimenter les émotions les plus extrêmes. Le salon était décoré de bannières faites à la main, célébrant la fête des pères. Les jumelles se précipitèrent vers lui, débordantes d'enthousiasme à peine contenu. « Papa! Papa !» Sophie lui attrapa la main, tandis qu'Emma sautillait sur place. « On a la meilleure surprise du monde pour toi !» En regardant leur visage, Danny chercha désespérément un quelconque trait qui aurait pu contredire les preuves accablantes apportées par Patricia. Les yeux verts d'Emma? Il avait toujours cru qu'il venait de la grand-mère de Rebecca. Le menton creusé de Sophie? Rebecca prétendait que c'était un trait héréditaire, qui sautait des générations. À présent, chacune de ces explications semblait une construction minutieuse du mensonge. « J'ai hâte de voir ça », dit-il d'une voix étonnamment stable malgré la tempête intérieure qui le ravageait. Rebecca apparut alors dans l'encadrement de la cuisine, vêtue de la robe d'été bleue que Danny lui avait offerte pour leur anniversaire. Son sourire paraissait plus éclatant qu'à l'ordinaire, presque hystérique. « Chérie, avant que les filles te donnent leur surprise, pourquoi ne t'assoirais-tu pas? Je vais te chercher une bière. » Danny s'installa dans son fauteuil préféré, ce même fauteuil où il avait raconté des histoires du soir, aidé aux devoirs, soigné des genoux écorchés. L'ironie ne lui échappa pas, c'était peut-être à cet endroit précis que son monde allait officiellement s'effondrer. Emma s'approcha, tenant dans ses mains une carte faite maison, décorée de paillettes et de dessins au crayon. Sa voix était étrangement formelle, presque comme si elle récitait un texte appris par cœur. « Bonne fête des pères, papa. C'est notre dernière fête des pères avec toi. » Le sang de Danny se glaça, mais son visage resta impassible. « Dernière fête des pères? Vous comptez grandir si vite que ça? » Sophie gloussa nerveusement et secoua la tête. « Non, voyons. Parce que, t'es pas notre vrai papa. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds comme une chape de plomb. Quelque chose bascula en Danny. Un commutateur invisible, passant de mode protecteur à mode prédateur. « Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ?» Sa voix restait douce, mais ses mains s'agrippaient fermement aux accoudoirs du fauteuil. Emma ouvrit la carte et la lui montra. À l'intérieur, parmi les dessins d'enfants, quelqu'un avait collé une photo. Sur l'image, un homme que Danny reconnut immédiatement, Vincent Castellano, en uniforme militaire, 15 ans plus tôt. « Maman nous a montré des photos de notre vrai papa », poursuivit Emma sur ce même ton récité. « Elle a dit que tu t'es bien occupé de nous, mais que notre vrai papa rentrait à la maison maintenant. » Le regard de Danny se posa sur Rebecca, figée dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Son visage était livide, mais résolu. « Rebecca, dit-il d'un ton calme et autoritaire, qui la fit sursauter. En 12 ans de mariage, elle n'avait entendu cette voix que très rarement. D'habitude, c'était lorsqu'il traitait une menace sérieuse dans son travail de sécurité privée. « Danny, il faut qu'on parle. »« Oui, » répondit-il doucement. « Il le faut. » La sonnerie de la porte retentit, résonnant dans la maison soudainement silencieuse. Danny ne bougea pas. Son regard était fixé sur celui de sa femme, qui semblait se préparer mentalement à l'inévitable. « C'est lui » murmura-t-elle. Sophie tapa dans ses mains, surexcitée. « C'est notre vrai papa. » Danny se leva lentement, chacun de ses mouvements empreints d'une maîtrise glaciale. « Les filles, allez dans votre chambre. » Maintenant. Quelque chose dans son ton fit retomber l'euphorie comme un soufflet. Emma, toujours la plus intuitive des deux, attrapa la main de sa sœur et l'entraîna vers l'escalier. « Mais, papa. Maintenant. » Un seul mot. Mais suffisant pour les faire disparaître à l'étage. Rebecca s'avança vers la porte, mais Danny l'arrêta d'un mot. « Non. » Elle se retourna vers lui. Pour la première fois, il lut de la peur dans ses yeux. « Danny, s'il te plaît,
laisse-moi t'expliquer. Tu as eu 11 ans pour m'expliquer. Tu as choisi d'attendre aujourd'hui. Il la dépassa en silence, remarquant comment elle se plaquait contre le mur au moment où il passait à côté d'elle. Un timing intéressant, Rebecca. La fête des pères. Très théâtral. Danny ouvrit la porte d'entrée. Vincent Castellano se tenait là, sur le perron. Il tenait un bouquet de fleurs et arborait un sourire confiant, qui se figea dès qu'il croisa le regard de Danny. Vincent était exactement comme dans ses souvenirs, 1,80 m, cheveux foncés désormais striés de gris aux tempes, toujours aussi athlétique. Mais là où les yeux de Danny brillaient d'un calme calculateur, ceux de Vincent laissaient paraître la nervosité d'un homme venu récupérer ce qu'il avait perdu. « Bonjour Vincent. »« Danny, je suppose que Rebecca t'a dit que je venais. »« Elle l'a mentionné, » répondit Danny en s'écartant avec une politesse ironique. « Entre donc. Nous avons tellement de choses à nous dire. » En entrant, Vincent dégageait un mélange de parfums de luxe et de sueur anxieuse. Rebecca s'était déplacée vers le centre du salon, les mains crispées au point que ses jointures blanchissaient. « Vincent a apporté des fleurs, » dit-elle d'une voix aiguë, tendue. « Quelle délicate attention, » répondit Danny en refermant la porte d'un geste lent et résolu. Le clic du verrou résonna comme une sentence. « Tu as l'air en forme, Vincent. La vie civile te réussit, on dirait. »« Danny, écoute. »« Non. Toi, tu vas m'écouter. Vous allez m'écouter, tous les deux. » Danny s'avança vers le centre de la pièce, se plaçant de manière à avoir Rebecca et Vincent dans son champ de vision. Et Vincent, clairement. Aujourd'hui, en cette fête des pères, j'ai découvert que tout ce que j'ai cru savoir sur ma vie, n'était qu'un mensonge. Les yeux de Rebecca se remplirent de larmes. « Danny, s'il te plaît. J'ai voulu te le dire tant de fois, mais... »« Mais quoi, Rebecca ?» répondit-il, la voix tremblante d'un calme glacé. « C'était plus pratique de te laisser élever les enfants d'un autre homme. Plus rentable ? » Il y avait de la rage contenue dans chaque mot. « Tu pensais que j'étais trop stupide pour jamais comprendre la vérité ?» Vincent s'avança, bombant le torse avec une confiance déplacée, presque grotesque. « Minute, Danny. Ce sont mes filles. Et Rebecca est ma femme. Elle l'a toujours été. » Le silence tomba brusquement dans la pièce. Le visage de Danny ne changea pas, mais quelque chose dans l'air bascula. Comme l'instant juste avant qu'un orage n'éclate. « Ta femme ?» répéta Danny avec une voix calme, presque amicale. « C'est intéressant, Vincent. Parce que moi, tu vois, j'ai en ma possession certains documents qui disent tout le contraire. Certificat de mariage. Acte de naissance. Papier d'adoption. Tous portent mon nom. » Il sortit son téléphone, commença à faire défiler l'écran. « J'ai aussi quelques photos très révélatrices prises par un détective privé. Tu veux les voir ?» Le visage de Rebecca devint livide. « Danny, qu'est-ce que tu as fait ?» Il leva les yeux de son téléphone, son sourire aussi glacial qu'une nuit d'hiver. « Ce que je fais toujours, mon cœur. Mes devoirs. Tu pensais vraiment pouvoir trahir un homme dont le métier est de découvrir des secrets ? » La confiance de Vincent commença à se fissurer. « Écoute Danny, on n'avait pas prévu que ça arrive comme ça. Rebecca et moi, on a une histoire, une vraie histoire. »« Leur vrai père ?» répéta Danny, éclatant d'un rire sans aucune trace de joie. « Laisse-moi t'expliquer ce qu'est un vrai père, Vincent. Un vrai père est là pour les fièvres à minuit et les cauchemars. Il apprend à ses filles à faire du vélo. Il les aide à faire leurs devoirs de maths. Il les protège des prédateurs et des menteurs. » Il s'approcha de Vincent, qui recula malgré lui. Un vrai père n'abandonne pas sa petite amie enceinte pour en épouser une autre. Et il ne revient pas 11 ans plus tard pour détruire la seule famille que ses enfants aient jamais connue. Rebecca halta. « Quoi ? Vincent ? Tu m'avais dit ? » « Oh, tu ne savais pas ?» répliqua Danny, son sourire s'élargissant. « Vincent, ici présent, était déjà marié quand il t'a mise enceinte, Rebecca. Sa femme a divorcé 2 ans plus tard, après avoir découvert ses infidélités, à répétition.
Il se tourna vers Vincent, un rictus au coin des lèvres. Je devrais lui parler des autres femmes, ou tu préfères le faire toi-même, Vincent? Le visage de Vincent perdit toute couleur. Ce n'est pas pertinent. Pas pertinent? Vraiment? Danny fronça les sourcils. Voilà où vous avez tous les deux fait une erreur. Vous avez cru que je réagirais comme un pauvre cocu dans un soap-opéra. Que je m'effondrerais. Que je supplierais Rebecca de rester. Que je me battrais pour les miettes d'une relation fondée sur le mensonge. Le téléphone de Danny vibra. Il y jeta un coup d'œil, puis afficha un vrai sourire, pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. Ah! Parfait timing. Qu'est-ce que c'est? Demanda Rebecca, la voix à peine audible. Ça, ma chère épouse, c'est la confirmation que la première phase de mon plan de riposte est désormais terminée. Il les regarda tour à tour, presque serein. Vous voyez, pendant que vous planifiez votre petite révélation spéciale fête des pères, moi, j'ai exécuté mes propres plans. Les poings de Vincent se serrèrent. Quel plan, exactement? Le sourire de Danny devint prédateur. Le genre de plan qui garantisse que plus jamais vous ne ferez de mal à mes filles. Chapitre 3, la toile du chasseur. La tension dans le salon était devenue presque physique. Le téléphone de Danny continuait de bourdonner, chaque notification semblant vider un peu plus le visage de Rebecca de toutes couleurs, tandis que Vincent devenait de plus en plus nerveux, presque menaçant. Danny, commença Rebecca, la voix tremblante. Qu'est-ce que tu es en train de prévoir? L'interrompit Danny avec un ton faussement innocent. Je ne prévois rien, mon cœur. Je mets en œuvre. Nuance. Il fit un geste vers le canapé. Quelque chose dans sa posture les força à obéir sans discuter. Danny resta debout, une position qui lui donnait l'avantage, tant physique que psychologique. Laissez-moi vous dresser le tableau. Il se mit à marcher lentement devant eux. Il y a 11 ans, Vincent, tu travaillais comme agent de sécurité dans un casino au Nevada. Tu étais un homme marié, avec une carrière stable, une réputation solide. Tu as eu une brève liaison avec ma femme, pendant qu'elle rendait visite à sa tante soi-disant malade. Il marqua une pause, le regard perçant. Que j'ai depuis contacté, bien sûr. Elle était en parfaite santé. Et ignorait totalement que Rebecca était même dans l'état. Vincent se tortilla, mal à l'aise. C'est du passé, Danny. Ah bon? Pourtant, il y a 8 mois, tu as déménagé ici. Et ce n'était pas pour le travail. Tu aurais trouvé de bien meilleurs contrats à Vegas ou à Los Angeles. Non, tu es venu ici pour une seule raison, te reconnecter avec Rebecca, et revendiquer les filles que tu avais abandonnées. Danny sortit une tablette, commença à faire défiler des documents. Vous vous retrouvez tous les mardis après-midi à l'hôtel Riverside. Chambre 237, précisément. Tu savais qu'ils ont d'excellentes caméras de sécurité? Rebecca porta les mains à sa bouche. Tu nous as surveillés. Mon cœur, je t'ai tout surveillé. Tes achats par carte. Tes relevés téléphoniques. Tes emails. Ton activité sur les réseaux sociaux. Il se tourna vers Vincent, l'air glacé. Mais toi, Vincent. Toi, tu es une véritable œuvre d'art. Tu lui as parlé de ta situation financière actuelle? Des dettes de jeu? Environ 200 000 $, si je ne me trompe pas. Et des usuriers qui te cherchent dans le Nevada? Vincent bondit sur ses pieds. Espèce de fils de... Assieds-toi. La voix de Danny claqua comme un ordre militaire. Vincent obéit sans réfléchir. J'ai tous les droits. Tu es entré chez moi. Tu as détruit la sécurité de mes enfants. Et tu as essayé de voler ma famille. Ça me donne tous les droits dont j'ai besoin. Le téléphone de Danny sonna. Il répondit, sans détourner les yeux. Trevor? Oui. Je suis prêt pour la phase suivante. Envoie-les. Rebecca se figea, la panique dans les yeux. Envoyer, qui? Eh bien, les créanciers de Vincent, pour commencer. Il s'avère qu'ils étaient très intéressés par son emplacement actuel.
Et, j'ai peut-être accidentellement laissé échapper où il pouvait le trouver. Le visage de Vincent devint livide. Tu ne peux pas avoir fait ça. Oh, mais je l'ai fait. Il sourit. Et j'ai aussi contacté ton ex-femme, Vincent. Elle était ravie d'apprendre que tu revendiquais une paternité tardive. Surtout que, tu as 3 ans de retard sur tes pensions alimentaires. Danny s'approcha de la fenêtre, jeta un œil dehors. Je crois d'ailleurs que c'est leur voiture qui vient d'arriver. Accompagné, semble-t-il, de messieurs très sérieux dans une berline noire. Vincent se précipita à la fenêtre, blêmi en voyant les véhicules. Seigneur! Danny, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai fait que mettre en contact des gens qui te cherchaient avec ta position actuelle. Tu peux voir ça comme un service public. Rebecca se leva, les jambes tremblantes. Danny? Les filles sont là-haut. En sécurité. À l'écart. Contrairement à leur mère, je pense à leur bien-être avant de prendre des décisions. La sonnette retentit à nouveau, suivie immédiatement de coups frappés à la porte, secs, insistants. Danny s'en approcha avec une aisance déconcertante. Voici ce qui va se passer. Il tourna la tête. Vincent, tu vas franchir cette porte et faire face à ton passé. Tout ton passé, les dettes, les promesses brisées, les vies que tu as abîmées. Tu pensais pouvoir venir ici, détruire ma famille, et t'en sortir sans conséquence. Il secoua la tête. Tu vas apprendre que certaines personnes ont la mémoire longue, et beaucoup moins de patience que moi. Vincent attrapa le bras de Danny, désespéré. Allons, mec. On a servi ensemble. Ça doit bien compter pour quelque chose. Danny baissa les yeux vers la main posée sur lui, jusqu'à ce que Vincent la retire. On a servi ensemble, jusqu'à ce que tu sois renvoyé avec déshonneur, pour avoir volé tes frères d'armes. Et en abandonnant ton poste, le Vincent Castellano que j'ai connu est mort le jour où tu as choisi de devenir un prédateur plutôt qu'un protecteur. Les coups frappés à la porte se firent plus insistants. Des voix se faisaient maintenant entendre à l'extérieur. Vincent tourna les yeux vers l'arrière de la maison, visiblement en train d'évaluer les voies de fuite possibles. Je ne le ferai pas, conseilla calmement Danny. Ma propriété est entièrement sous surveillance, et j'ai pris la liberté de faire en sorte que toutes les sorties soient couvertes. Tu n'as plus qu'un seul choix à faire, partir en marchant avec un minimum de dignité, ou être sorti de force par des gens beaucoup moins patients que moi. Rebecca s'effondra sur le canapé, le visage noyé de larmes. Et moi alors, Danny? Qu'est-ce que ça veut dire pour notre mariage? L'expression de Danny s'adoucit légèrement, mais son regard resta dur comme l'acier. Notre mariage, Rebecca? Quelle partie était réelle? Les vœux où tu as promis de renoncer à tous les autres? Les papiers d'adoption où tu as juré que j'étais le père des filles? Les milliers de nuits où tu m'as menti en me regardant dans les yeux? Il s'agenouilla devant elle, et sa voix, contre toute attente, se fit presque douce. Tu avais le choix, Rebecca. Quand tu es tombée enceinte, tu pouvais me dire la vérité. Quand Vincent est réapparu il y a 8 mois, tu pouvais le renvoyer. Mais au lieu de ça, tu as choisi la tromperie, la manipulation, la trahison. J'avais peur, murmura-t-elle. J'étais jeune, j'avais peur, et Vincent avait disparu. Toi, tu as été si bon avec moi, si stable. J'ai cru que je pourrais faire fonctionner tout ça. Tu t'es trompé. Danny se releva alors que les coups à la porte devenaient des coups de poing. Tu vois, Rebecca, je ne suis pas du genre à pardonner facilement. J'ai vu ce qui arrive quand on fait preuve de pitié envers ceux qui nous trahissent. Ça finit toujours mal. Vincent était maintenant en sueur, le regard oscillant entre la porte d'entrée et l'escalier menant à l'étage. Et Emma? Et Sophie? Ce sont mes filles aussi. Le masque de civilité de Danny se fendit, révélant la rage glaciale en dessous. Ces filles ont 10 ans, Vincent. Et pendant toute leur vie, j'ai été leur père. J'ai gagné ce titre. Par l'amour, le sacrifice, la constance. Toi, tu as fourni du matériel génétique, puis tu as disparu. Ça ne fait pas de toi un père. Juste un donneur de sperme. Les coups cessèrent soudainement,
remplacé par le bruit de clés dans la serrure. Danny sourit en voyant la confusion sur leur visage. J'ai donné un double des clés à Trevor. Je me suis dit que ça pourrait être utile pour le nettoyage. La porte d'entrée s'ouvrit. Trevor entra, suivi de l'ex-femme de Vincent, une femme au visage dur, dans la quarantaine, et de deux hommes en costume aux épaules larges, manifestement pas là pour discuter. « Vincent, » dit la femme, la voix acide, presque venimeuse. « Tu as l'air surpris de me voir. » L'un des hommes en costume consulta un petit carnet. « Monsieur Castellano, vous avez été particulièrement difficile à localiser. Monsieur Torino est extrêmement mécontent de vos tentatives d'éviter vos obligations. » Vincent recula jusqu'au mur, son assurance complètement dissoute. « Écoutez, je peux tout vous expliquer. » « Le temps des explications est révolu, » coupa Danny. « Messieurs. Madame Castellano. Vincent est à vous. Veuillez régler vos affaires, hors de ma propriété. » Alors que le groupe se dirigeait vers Vincent, Danny se tourna une dernière fois vers Rebecca. « Tu as 1 heure pour rassembler tes affaires personnelles. Trevor t'escortera jusqu'à un hôtel pour la nuit. Demain, tu recevras les papiers de divorce et les documents relatifs à la garde. Mes avocats sont très méticuleux. »« Danny, je t'en supplie, » pleura Rebecca. « Ne fais pas ça. On peut s'en sortir. On pourrait surmonter ça, ensemble. » « On aurait pu surmonter bien des choses, Rebecca. Mais pas ça. Pas des mensonges sur la paternité de mes enfants. Pas 11 ans de tromperie. Pas l'adultère. » Sa voix se durcit à chaque mot. « Et certainement pas traumatiser mes filles avec ta vision tordue de ce que doit être la fête des pères. » Alors que Vincent était escorté de force hors de la maison, ses protestations et ses supplications résonnant dans l'allée, Danny, enfin, laissa transparaître sa fatigue. L'adrénaline qu'il avait portée tout au long de cette confrontation retombait lentement, ne laissant derrière elle que le poids d'un monde brisé. Rebecca prit son sac à main d'une main tremblante. « Que vas-tu dire aux filles ? » ?»« La vérité. Que leur mère a fait des choix qui ont détruit notre famille. Et que parfois, les gens qu'on aime, nous déçoivent de manière irréversible. » Alors que Trevor guidait Rebecca vers la porte, avec douceur mais fermeté, elle se retourna une dernière fois. « Je t'ai aimé, Danny. Je t'aime encore. » Le sourire de Danny fut triste, définitif. « Non, Rebecca. Tu aimais ce que je t'offrais, la sécurité, la stabilité, un père pour tes enfants. Mais tu ne m'as jamais aimé suffisamment pour me dire la vérité. » La maison retomba dans un silence lourd alors que Danny restait seul dans son salon, entouré des décorations de la fête des pères et des débris de sa vie passée. À l'étage, il entendait les jumelles bouger, probablement effrayées et confuses par les voix et le tumulte. Mais ce n'était que le commencement. Danny avait passé toute sa vie d'adulte à apprendre une chose: dans un moment de crise, seules les actions décisives déterminaient qui survivait et qui tombait. Vincent et Rebecca avaient commis l'erreur fatale de croire qu'ils pouvaient manœuvrer autour d'un prédateur. Ils allaient découvrir que certains hommes, une fois poussés au-delà de la limite, ne se contentaient pas de riposter. Ils anéantissaient tout ce qui menaçait ce qu'ils aimaient. Et Danny ne faisait que commencer. Chapitre 4. Dégâts collatéraux. 3 jours s'étaient écoulés depuis ce que Danny appelait désormais le dernier jour des pères. La maison avait changé. Elle était plus calme, oui, mais pas paisible. C'était le silence d'un champ de bataille après les tirs. Quand les survivants commencent à dresser la liste de ce qui a été perdu. Emma et Sophie étaient assises à la table de la cuisine, chipotant dans leur petit déjeuner. Elles parlaient peu depuis que Danny leur avait expliqué, avec des mots choisis, que maman avait fait de mauvais choix et qu'elle ne vivrait plus avec eux. Il avait veillé à ce que l'explication soit adaptée à leur âge. Mais les jumelles étaient assez intelligentes pour sentir que leur monde venait de basculer. « Papa, » dit doucement Sophie, « est-ce que maman reviendra un jour ?» Danny suspendit son geste, la cafetière à la main. En 72 heures, depuis le départ de Rebecca, il avait dû répondre à des dizaines de questions. Et chacune avait été comme une petite lame plantée dans son cœur. « Non, ma chérie. Maman ne reviendra pas vivre ici. » Emma, toujours la plus analytique des deux,
releva la tête de son bol de céréales. Et l'homme qui a dit qu'il était notre vrai papa? Voilà la question qu'il redoutait le plus. Depuis le départ de Rebecca, Danny avait passé des heures à se documenter sur la meilleure façon de gérer ce genre de situation. Il avait consulté des psychologues pour enfants, des avocats spécialisés en droit familial. Le consensus était clair, mieux valait une vérité douce qu'un mensonge complexe qui finirait un jour par s'écrouler. Cet homme, Vincent, a aidé à vous créer, répondit Danny avec précaution, en s'asseyant à leur hauteur. Mais ça ne fait pas de lui un père. Un père, c'est quelqu'un qui prend soin de toi. Quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui est là quand tu as besoin de lui. Moi, je suis votre père depuis le jour de votre naissance. Et je le serai toujours. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Mais pourquoi maman a-t-elle dit qu'il était notre vrai papa? Danny prit une profonde inspiration. Parce que maman était confuse au sujet de choses très importantes. Parfois, les adultes font des erreurs. Des erreurs qui blessent ceux qu'ils aiment. Emma, silencieuse, faisait tournoyer ses céréales dans son bol d'un air pensif. Est-ce que tu es toujours notre papa, même si on vient de lui? La question frappa Danny comme un coup physique. À cet instant précis, en regardant ces deux magnifiques petites filles qui représentaient le centre de son univers depuis 10 ans, il comprit que la biologie comptait bien moins que l'amour. Emma. Sophie. Regardez-moi. Il attendit que leurs yeux croisent les siens. Vous êtes mes filles. Rien de ce que maman a pu dire, ni rien que qui que ce soit d'autre pourrait prétendre, ne changera cela. Vous êtes à moi. Et je suis à vous. Pour toujours. Pour la première fois depuis 3 jours, les deux fillettes esquissèrent un véritable sourire. Sophie sauta de sa chaise pour se jeter dans les bras de Danny, aussitôt rejointe par Emma. En les serrant fort contre lui, Danny sentit sa détermination se transformer en quelque chose d'inébranlable. Quelle que soit la guerre que Rebecca et Vincent avaient déclenchée, il allait la terminer. Pas seulement pour lui, mais pour elle. Pour ces deux fillettes qui méritaient mieux que le chaos que leurs parents biologiques avaient tenté d'imposer. Son téléphone vibra. Un message de Trevor. Colis livré. Situation de Vincent réglée définitivement. L'équipe juridique de Rebecca demande une réunion. Danny répondit sèchement. Aucune réunion. Passez à la phase 2. Après avoir installé les jumelles avec leur préceptrice d'été devenue indispensable depuis le départ de Rebecca qui avait bouleversé tout leur quotidien, Danny se rendit à son bureau. Le bâtiment abritant ROR Security Solutions avait toujours été son refuge. Mais aujourd'hui, il avait des allures de centre de commandement pour la guerre qu'il menait. Trevor l'attendait dans la salle de conférence, une pile de dossiers sous le bras et une expression sombre sur le visage. Danny, on doit parler de la situation avec Rebecca. Qu'est-ce qu'il y a? Trevor soupira. Son avocat prétend qu'elle a été poussée à bout émotionnellement. Ils accusent que tu l'as contrainte à partir. Et maintenant, ils menacent de demander une garde d'urgence des jumelles en te présentant comme un tuteur inapte. Danny émit un rire glacial. Sur quelle base? Ils disent que tu as des tendances violentes. Que tu as menacé Vincent physiquement. Et que tu as créé un environnement dangereux pour les enfants. Et Vincent? Il est disponible pour témoigner de ces soi-disant menaces. Le sourire de Trevor était tout aussi glacial. Vincent n'est plus en mesure de témoigner sur quoi que ce soit. Il s'avère que ses dettes de jeu étaient bien plus sérieuses qu'on le pensait. Et les gens à qui il devait de l'argent, disons qu'ils ont été très créatifs dans leur méthode de recouvrement. Un éclair de satisfaction traversa Danny. Créatif de manière permanente? Disons simplement que Vincent ne fera plus jamais aucune déclaration sur la paternité, ou quoi que ce soit d'autre. Même s'il ne ressentait aucun remords pour le sort de Vincent, Danny comprenait que les manœuvres juridiques de Rebecca représentaient une menace bien réelle. Malgré sa trahison et ses mensonges, les tribunaux familiaux penchaient souvent en faveur des mères biologiques, surtout quand elles prétendaient être victimes de maris autoritaires. Qu'est-ce qu'on sait de son avocat? Trevor consulta ses dossiers. Harrison Mills. Spécialiste en droit familial. Bonne réputation. Honoraires élevés.
Quelqu'un finance la guerre judiciaire de Rebecca, et ce n'est certainement pas son emploi à mi-temps dans une boutique. Découvre qui. Et en attendant, je veux une surveillance totale sur Rebecca. Où elle vit, à qui elle parle, ce qu'elle planifie. Elle a fait de cette guerre une affaire concernant les jumelles. Ce qui signifie que c'est une guerre totale maintenant. Cet après-midi-là, Danny reçut une visite inattendue. Patricia Kellner, l'enquêtrice privée qui lui avait révélé l'infidélité de Rebecca, se présenta à son bureau avec de nouvelles informations. « Monsieur Hérouer, j'ai découvert quelque chose que vous devez savoir. » Elle posa un nouveau dossier sur son bureau. Rebecca ne vit pas dans un hôtel, comme on le pensait. Elle réside chez un homme nommé Marcus Webb. Un promoteur immobilier disposant de ressources financières conséquentes, et, plus important encore, de connexions politiques. Danny feuilleta les photos et les documents. Marcus Webb, dans la cinquantaine, divorcé, réputé pour acquérir des propriétés par des tactiques agressives et une influence certaine sur le conseil municipal. Comment Rebecca connaît Marcus Webb? C'est là que ça devient intéressant. Marcus a été client de l'agence de sécurité de Vincent ces 6 derniers mois. C'est lui qui les a présentés, visiblement dans le cadre d'un plan plus large. Les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin dans l'esprit de Danny. Vincent avait besoin d'argent. Marcus voulait faire pression sur quelqu'un. Et Rebecca était l'outil idéal. Il y a plus. Marcus tente depuis quelque temps d'acquérir un grand terrain au nord de la ville pour un projet immobilier. Le seul obstacle, c'est le comité d'urbanisme, qui exige un vote unanime pour des projets de cette ampleur. Patricia lui tendit un autre document. Votre voisin, le conseiller municipal Robert Hay, s'oppose farouchement au projet de Marcus. Et s'il pouvait être éclaboussé par un scandale, mettons, un lien présumé avec un homme accusé de menacer une mère et ses enfants, cela pourrait donner à Marcus le levier nécessaire. Le sang de Danny se glaça. La garde des jumelles n'a rien à voir avec elle. C'est une attaque contre ma réputation. Pour atteindre Hay. Exactement. Marcus paie les frais d'avocat de Rebecca et lui offre un logement, en échange de sa collaboration. Elle doit vous faire passer pour un mari dangereux et dominateur. L'ampleur de la conspiration était vertigineuse. Vincent n'avait pas seulement détruit son mariage par vengeance personnelle. Il avait orchestré un plan plus vaste, mêlant manipulation politique et jeux immobiliers. Et Rebecca n'était pas simplement une épouse infidèle. Elle participait activement à une entreprise visant à détruire tout ce que Danny avait construit. Son téléphone sonna. C'était Madame Anderson, la tutrice des jumelles. Sa voix était paniquée. « Monsieur Hérouer, vous devez venir immédiatement. Il y a des gens ici? Ils disent venir des services de protection de l'enfance. Ils ont une ordonnance du tribunal pour emmener Emma et Sophie. » Le téléphone glissa des mains de Danny. Tout devenait clair. Ce n'était pas une simple affaire de terrain ou de politique. C'était une attaque personnelle. Il voulait lui enlever ses filles. Mais Marcus Webb avait commis une erreur monumentale. Il avait cru que Danny respecterait les règles. Qu'il se plierait à un système conçu pour favoriser l'argent et les relations politiques, au détriment de la vérité. Danny reprit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis 5 ans. Colonel Morrison. C'est Danny Hérouer. Il est temps d'utiliser mes faveurs. Toutes. Et vos filles, vous avez su les protéger des menaces immédiates. Mais cette situation exige bien plus qu'une simple riposte, elle requiert une réponse stratégique, globale. Webb dispose de ressources, de connexions, et, apparemment, d'aucune limite morale. Si vous choisissez de le combattre de manière conventionnelle, vous vous engagez dans une guerre d'usure. Et ce genre de guerre, vous pourriez bien ne pas le gagner. Que proposes-tu alors? Demanda Danny, les yeux fixés sur Morrison. Celui-ci fit volte-face. Son regard s'assombrit. Je propose que l'on arrête de jouer en défense, et qu'on passe à l'offensive. Webb utilise votre vie privée comme levier pour servir ses intérêts économiques. Il est temps que nous examinions ces affaires de plus près. Et voyons ce que nous y découvrons. Ce soir-là, alors que les jumelles dormaient paisiblement à l'étage,
la maison de Danny se transforma en véritable centre de commandement improvisé. Morrison n'était pas venu seul, 2 hommes l'accompagnaient. David Park, expert en cybersécurité, et Michael Torres, spécialiste des délits financiers. Tous 2 portaient des accréditations officielles les identifiant comme agents fédéraux. « Messieurs », lança Morrison avec gravité, « Monsieur Heroer nous a remis des éléments de preuve accablants sur un vaste complot impliquant fraude immobilière, corruption politique et falsification de documents juridiques. Selon nos investigations, il est fort probable que ces faits soient liés à un réseau criminel plus large, susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale. » Park releva les yeux de son ordinateur portable. Les relevés financiers de Marcus Webb sont très parlants. Il a transféré d'importantes sommes via des comptes offshore. Plusieurs de ses acquisitions immobilières récentes ont été financées par des sociétés écrans à la structure de propriété plus que douteuse. Torres renchérit. Et les contrats de sécurité évoqués par Morrison? Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Webb se sert de ses connexions politiques pour obtenir des marchés publics que son entreprise est, en réalité, incapable d'honorer. Il sous-traite ensuite le travail à des entités qui n'ont pas forcément les autorisations de sécurité requises. Danny sentit une sensation familière s'emparer de lui. Cette même concentration intense qu'il avait connue lors d'opérations militaires, lorsque des bribes d'informations formaient soudain un tableau clair des activités ennemies. Donc Webb n'est pas seulement un promoteur corrompu. C'est le chef d'un réseau criminel sophistiqué. C'est exactement ça, confirma Morrison. Et votre situation avec Rebecca servait plusieurs objectifs à la fois. En détruisant votre réputation, il éliminait une menace potentielle pour ses opérations. Votre société de sécurité possède les moyens d'exposer ses agissements. Et en même temps, en déclenchant un scandale impliquant le conseiller municipal, il faisait disparaître une opposition politique gênante à ses projets immobiliers. Les doigts de Park dansaient sur son clavier. Je découvre des liens entre les sociétés écrans de Webb et plusieurs affaires récentes de fraude présumée. Ce n'est pas un crime opportuniste. C'est un système structuré. Et Rebecca, demanda Danny. Que sait-elle vraiment des activités de Webb? Torres consulta ses notes. D'après nos surveillances, elle semble être ce qu'on appelle un idiot utile. Webb lui fournit un logement et un soutien juridique, mais elle ne semble pas consciente de l'ampleur de la conspiration. Vincent était le lien principal. Maintenant qu'il est éliminé, elle est isolée, et de plus en plus dépendante du soutien de Webb. Morrison se pencha vers Danny, son regard acéré. Cette dépendance est notre opportunité. Si nous pouvons prouver que Rebecca a été manipulée pour participer à des activités criminelles, on pourrait peut-être la retourner contre Webb. Et si elle refuse de coopérer? Demanda Danny. Le sourire de Morrison se fit glacial. Alors elle fera face aux conséquences de ses choix. Les accusations fédérales de conspiration sont très convaincantes. Au fil de la soirée, l'opération prit de l'ampleur. Morrison passa plusieurs appels à ses contacts dans diverses agences fédérales, chaque conversation ajoutant une nouvelle pièce au puzzle du réseau criminel de Webb. Danny comprit alors qu'il ne menait plus une simple bataille personnelle contre une épouse infidèle et ses complices. Il était désormais un acteur d'une enquête fédérale sur une conspiration criminelle de grande envergure. Mais plus important encore, il disposait maintenant des moyens et de l'autorité nécessaires pour protéger ses filles, tout en s'assurant que tous ceux qui avaient menacé sa famille soient traduits en justice. « Jack, dit Danny alors que la réunion touchait à sa fin, je te remercie pour tout ce que tu fais. Mais j'ai besoin de savoir. Quel est ton intérêt personnel dans cette histoire? Ça fait 5 ans qu'on ne sait pas parler. » Le visage de Morrison s'assombrit. « Danny, tu te souviens de l'opération de Canard? Quand tu es resté en arrière pour assurer l'évacuation de l'équipe? Un vieux souvenir. Pas pour moi. Ce jour-là, tu as sauvé 8 vies, dont la mienne. Alors quand tu m'as appelé pour demander de l'aide, je n'ai pas hésité une seconde. En plus, des types comme Webb incarnent exactement ce qu'on a toujours combattu dans l'armée, des hommes qui utilisent leur pouvoir et leurs relations pour exploiter les autres. Alors que les agents fédéraux s'apprêtaient à partir, Morrison se retourna une dernière fois vers Danny. Cette enquête prendra probablement plusieurs semaines avant d'aboutir. En attendant,
Webb va sans doute intensifier ses tentatives pour vous détruire. Tu es prêt à affronter ça? Danny leva les yeux vers l'escalier menant aux chambres de ses filles, puis revint fixer Morrison. Jack. Ces gens ont commis l'erreur de menacer mes enfants. Je suis prêt à faire la guerre depuis le moment où ils ont mis les pieds chez moi. Morrison hocha la tête, satisfait. Bien. Parce que c'est exactement ce qu'ils vont avoir. Et tout est soudainement devenu si compliqué. Parle-moi de ce que Webb te fait faire. Que t'impose-t-il, à part jouer le rôle de l'épouse maltraitée? Il me pose des questions, sur ton entreprise, sur tes clients, sur les procédures de sécurité. Il veut tout savoir sur tes liens avec les représentants municipaux, surtout avec Robert Ray. Au-dessus d'eux, les bruits de l'assaut tactique continuaient de résonner, mais Danny remarqua quelque chose d'inhabituel, il devenait plus coordonné, plus précis, plus professionnel. Les hommes de Webb n'étaient plus en train de chercher. Ils étaient traqués, méthodiquement, par l'équipe de Morrison. « Rebecca, j'ai besoin que tu comprennes une chose, » dit Danny d'une voix calme mais ferme. « Quand tout cela sera terminé, tu devras faire face à de sérieuses conséquences judiciaires pour ton rôle dans cette conspiration. Mais, si tu coopères pleinement à l'enquête fédérale, tu pourrais éviter la prison. Tu pourrais même conserver un certain droit de garde partiel sur les jumelles. Et si je ne coopère pas? La voix de Danny se fit glaciale, définitive. Alors tu passeras les 20 prochaines années dans une prison fédérale. Et Emma et Sophie grandiront en sachant que leur mère a choisi une conspiration criminelle plutôt que leur bien-être. Peu à peu, les bruits à l'étage cessèrent, remplacés par des voix organisées, des ordres nets, les forces de l'ordre sécurisaient la zone. Le téléphone de Danny vibra. Un message de Morrison s'afficha. Cible neutralisée. Zone sécurisée. Extraction prête. Alors qu'il se préparait à quitter la pièce sécurisée, Rebecca attrapa une dernière fois le bras de Danny. « Danny, tu crois que tu pourras un jour me pardonner ?» Il la regarda. Cette femme avec qui il avait partagé 12 ans de sa vie. Celle qui lui avait donné 2 enfants qu'il avait élevés comme les siens. Celle qui avait presque tout détruit par égoïsme et manipulation. Rebecca. Le pardon n'est pas une question de ce que je peux faire. C'est une question de ce que tu mérites. Et tu ne l'as pas mérité. Chapitre 7, Justice rendue. Les événements qui suivirent l'assaut sur la maison de Danny se déroulèrent comme une symphonie bien orchestrée d'efficacité judiciaire. L'équipe de Morrison ne s'était pas seulement contentée de neutraliser les mercenaires à la solde de Webb, elle l'avait fait d'une manière qui maximisait les conséquences légales pour tous les impliqués. Thomas Reed et Alan Voss, 2 anciens policiers qui menaient une surveillance illégale, faisaient désormais face à des accusations fédérales pour complot d'enlèvement et agression armée. Les 3 autres hommes impliqués dans l'invasion du domicile étaient des criminels endurcis, avec des mandats d'arrêt en cours ils seraient mis hors d'état de nuire pour longtemps. Mais le véritable trophée, c'était Marcus Webb lui-même. Danny était assis dans la salle de conférence du bâtiment fédéral, observant à travers une vitre sans teint pendant que les agents du FBI interrogeaient Webb. L'arrogance du promoteur immobilier s'était évaporée dès qu'il avait compris l'ampleur des preuves contre lui. « Monsieur Webb, disait l'agent Torres. Nous avons des enregistrements de vos conversations avec Rebecca Heroer concernant les documents de ForgeCore. Nous avons des relevés bancaires montrant des paiements à Vincent Castellano pour des « services » destinés à saboter le mariage des Heroer. Nous avons des documents prouvant vos tentatives d'influencer les décisions du conseil municipal par chantage et intimidation. » L'avocat hors de prix de Webb lui soufflait nerveusement à l'oreille, mais Webb secoua la tête avec entêtement. « Je veux passer un accord. » Ignorant les protestations de son avocat, Webb se livra. Morrison, debout à côté de Danny, eut un sourire dur. Et voilà. Quand les rats sentent que le navire coule, ils cherchent les canaux de sauvetage. Pendant 3 heures, Webb livra aux enquêteurs fédéraux un exposé complet de ses opérations criminelles. La fraude immobilière n'était qu'un rouage dans un engrenage bien plus vaste, manipulation de contrats de défense, corruption politique, blanchiment d'argent via des sociétés écrans offshore. Mais pour Danny, c'était surtout la partie personnelle qui comptait. Webb expliqua en détail comment il avait manipulé Rebecca et utilisé Vincent pour détruire leur mariage. Castellano est venu me voir il y a 8 mois,
expliqua Webb. Il devait de l'argent à des gens très dangereux. Il avait besoin de fonds rapidement. Il connaissait sa relation avec Rebecca Heroer et m'a suggéré d'exploiter ce lien pour faire pression sur son mari. Faire pression comment? Demanda l'agent Torres. La société de sécurité de Heroer posait des questions sur mes projets de développement. Son voisin, Robert A., bloquait mon chantier à Oak Ridge. J'avais besoin de levier. Si je pouvais provoquer un scandale autour de Heroer, le faire passer pour un mari abusif et contrôlant, je discréditerais et par association. Danny ressentit une froide satisfaction en écoutant Webb signer sa propre condamnation. Cet homme avait détruit sa famille comme s'il jouait une partie d'échecs. Les vies humaines n'étaient pour lui que des pions. Et la coopération de Rebecca Heroer? Poursuivit Torres. Elle a été facile à manipuler. Une fois que Castellano lui a fait croire que Heroer n'était pas le père biologique des jumelles, elle a vraiment pensé faire ce qu'il y avait de mieux pour elle, en les reconnectant à leur vrai père. Quand Castellano a disparu, elle était tellement désespérée qu'elle a accepté mon aide, sans poser trop de questions. Morrison se pencha vers Danny. C'est bon. Il a tout avoué, complot, fraude, extorsion, et au moins 6 autres crimes fédéraux. Il ne reverra probablement pas la liberté avant ses 80 ans. Mais Danny ne regardait plus Webb. Son regard était tourné vers une autre salle de conférence, plus petite, où Rebecca témoignait à son tour. Contrairement à Webb, elle semblait vraiment regretter. Son discours ne cherchait pas à minimiser sa responsabilité, elle l'assumait pleinement. Je savais que ce que je faisais était mal, disait-elle à l'agent Park. Mais je me suis convaincu que c'était pour permettre à Emma et Sophie de connaître leur père biologique. Je n'ai compris l'ampleur du complot que trop tard. Madame Heroer, dit doucement l'agent Park, vous comprenez que votre coopération ne vous exonère pas des conséquences judiciaires. Je comprends. J'ai détruit mon mariage, traumatisé mes enfants et participé à des activités criminelles. Je ne demande pas le pardon. Je veux juste que Marcus Webb paie pour ce qu'il a fait. À travers la vitre, Danny regardait celle qui avait été sa femme pendant 12 ans prendre la pleine responsabilité de la tempête qu'elle avait contribué à déclencher. Une partie de lui ressentait encore un éclat de l'amour qu'il avait éprouvé, mais il était bien plus submergé par la colère froide qu'il avait portée durant le dernier mois. Quand les interrogatoires prirent fin, Morrison rejoignit Danny dans le couloir. C'est fini, Danny. Webb va plaider coupable pour éviter la perpétuité, mais il écopera d'au moins 25 à 30 ans. Rebecca, grâce à sa coopération, aura une peine réduite, probablement de 3 à 5 ans, dont la majorité avec sursis. Concernant la garde des jumelles, étant donné sa condamnation et sa complicité dans un complot contre leur bien-être, le tribunal te confiera très probablement la garde exclusive. Elle n'aura que des droits de visite supervisés, au mieux. Danny hocha la tête, envahi par une émotion complexe entre satisfaction et tristesse. La justice était rendue. Mais à quel prix? Et la relation biologique de Vincent avec les filles? Est-ce que ça va compliquer la garde? Le visage de Morrison s'assombrit. Vincent Castellano est mort. Et ses crimes l'auraient de toute façon empêché de prétendre à tout droit parental. Les certificats de naissance indiquent que tu es leur père. Tu les as élevés. Aucun tribunal ne remettra ça en question. Alors qu'il sortait du bâtiment fédéral, Danny ressentit une étrange sensation de clôture. La guerre commençait le jour de la fête des pères se terminait exactement un mois plus tard. Ses ennemis étaient tombés. Sa famille était à l'abri. Mais à l'entrée du parking souterrain, Morrison l'arrêta, le visage grave. Danny, il y a une chose de plus que tu dois savoir. Notre enquête a révélé que Webb ne travaillait pas seul. Il avait des partenaires. Des gens encore plus puissants. Et plus dangereux. En le faisant tomber, tu vas attirer leur attention. Tu veux dire que ce n'est pas fini? Je dis que des hommes comme Webb ne sont que des pièces interchangeables dans des machines bien plus vastes. Tu as gagné cette bataille. Mais la guerre contre ceux qui s'attaquent à des familles comme la tienne, ne s'arrête jamais vraiment. Danny réfléchit à ces mots alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. Ce dernier mois lui avait appris une chose, il était capable de se battre pour sa famille, avec une ténacité qu'il ne se soupçonnait pas.
Mais désormais, un choix s'imposait, continuer le combat, ou se consacrer à la reconstruction de sa vie avec ses filles. Sur le chemin du retour, il prit sa décision. Il allait se concentrer sur Emma et Sophie. Les aider à guérir de la trahison de leur mère. Recommencer une vie bâtie sur la vérité, et non sur le mensonge. Mais il resterait vigilant. Prêt à répondre avec une force implacable si quiconque menaçait à nouveau ceux qu'il aimait. Certains apprennent à pardonner et à oublier. Danny, lui, avait appris autre chose, parfois, la meilleure protection pour ceux qu'on aime. C'est de s'assurer que ceux qui leur veulent du mal paient un prix si élevé que personne n'osera jamais les imiter. Et la confiance dans leur regard rappela à Danny pourquoi il s'était embattu pour les protéger. Ces fillettes méritaient une enfance fondée sur la vérité, non sur les mensonges des adultes. Le téléphone vibra. Un message de Trevor. Nouveau client à 10 heures. Évaluation de sécurité pour entreprise haut de gamme. Depuis la fin de l'affaire Webb, ROR Security Solutions avait pris de l'ampleur. Danny était devenu une référence discrète mais redoutable pour les affaires sensibles. Après avoir déposé les filles à l'école, il se rendit au bureau pour rencontrer la cliente. Le docteur Jennifer Walsh, directrice de la technologie d'un grand labo pharmaceutique. Monsieur ROR, notre traitement contre le cancer pédiatrique attire des menaces. Ma fille est maintenant visée. Le FBI enquête, mais ils m'ont conseillé de faire appel à vous, ajouta-t-elle. En écoutant, Danny repéra des schémas similaires à ceux de l'affaire Webb. Je peux vous aider. Mais je ne fais pas que protéger, je neutralise les menaces. Le docteur Walsh hocha la tête. C'est exactement ce que je recherche. Ils mirent en place un plan de protection et d'investigation. Pour Danny, chaque nouveau cas était une manière d'empêcher à d'autres familles de subir ce que la sienne avait vécu. Le soir, alors qu'il aidait les filles, Emma demanda. « Papa, t'es un héros ? Ce qui compte, c'est ce qu'on choisit de défendre, et jusqu'où on est prêt à aller. » Alors tu es notre héros, ajouta Sophie. Toujours. Plus tard, en inspectant la maison, Danny s'assura que tout était en ordre. Même si les menaces s'étaient éloignées, sa vigilance était permanente. Un appel de Morrison, du FBI, arriva. On a besoin de ton expertise pour d'autres cas liés à Webb. Plus tard peut-être. Pour l'instant, ma priorité, c'est mes filles. Ce soir-là, leur respiration paisible lui rappela ce qui comptait vraiment. Elles grandissaient protégées, conscientes que leur père ne reculerait jamais pour elles. Chapitre 9, la vérité finale. Un an plus tard, Danny rendit visite à Rebecca dans l'établissement fédéral où elle purgeait sa peine. Il avait accepté, sur conseil thérapeutique, d'emmener les filles pour une rencontre supervisée. Vous avez tellement grandi, souffla Rebecca. Les jumelles, méfiantes mais curieuses, restèrent près de Danny. Je suis désolé. Tout ce qui s'est passé est ma faute. Emma, avec maturité, demanda. Tu nous mentiras encore ? Plus jamais. Je l'ai compris maintenant. Avant de partir, Rebecca s'adressa à Danny. Tu les protèges comme personne. Elles ont de la chance. Elles te pardonneront peut-être un jour. Moi, non. Certaines trahisons ne s'effacent pas. Sur le chemin du retour, les filles réfléchirent en silence. À la maison, Sophie déclara. Je suis contente d'être avec toi. Tu dis toujours la vérité. Le soir même, un appel du docteur Walsh. Les responsables étaient arrêtés. Elle voulait recommander Danny à un ami en danger. Dites-lui d'appeler demain. En montant voir les filles, Sophie lui montra un dessin, leur famille devant la cabane dans l'arbre. Sans Rebecca. Et ta mère, tu la mettrais où ? Dans un autre tableau. Ici, c'est notre vraie famille. Emma ajouta. J'ai écrit sur toi à l'école. Tu es mon héros. Ce soir-là, Danny ressentit une rare paix. Tout avait changé depuis la dernière fête des pères. Le mensonge avait été remplacé par la vérité. Et ses filles savaient maintenant ceci. Un père qui aime, protège. À tout prix.
Yeah, I need to go straight that way. This bot is trying to push us into destructive habits. Maybe it is. Internet out again? Woof. I'm sorry, bro. I don't even know if I should try to collect gold. I mean, I will, but I'm just so over it, man. Okay, we have been on my playlist. Let's switch it up a little bit. Yeah, fuck it. Excuse me. Oh my god, there it is. I can see it, chat. Oh my god. Okay. And, okay. Well, jumping disabled. Still make progress, though. Okay, maybe not. Whoa! Okay, they're not after me. Holy, I thought I was dead. Oh my god, we found it. Get my boat ready. Uh-oh. We already found an Enderman. Okay. God, please. Come here. Oh. Oh, thank God, you know? Guys, we made it. Did I anger one? No, right? And just like that, we're at 6. 6, soon to be 7, chat. Oh yeah. Oh my god, it's rhythm time. Do you guys like rhythm? Any rhythm enjoyers in the chat room? Hey, get back here. Oh, this guy is all over the place. God damn it. Please, please, please. Thank you. Big family. Do exclamation point 67, Pat. I dare you. Oh, dang it.